Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens ou curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Meignin, accompagnant et formateur, animé depuis toujours par cette conviction « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Ingénieur en mathématiques appliquées de formation, il quitte progressivement le monde de l'entreprise pour se consacrer au développement de la personne. Formé à de nombreuses approches, notamment l'EFT, la Gestalt, la kinésiologie, il se passionne particulièrement pour les 3 concepts en un, méthode One Brain ou 3-in-1 Concepts, qu'il enseigne depuis plus de 20 ans. Cofondateur de l'ECAP de Nantes avec son frère Xavier Meignin et créateur de lieux dédiés à l'apprentissage et à l'épanouissement, il transmet aujourd'hui une approche centrée sur la prise de conscience, la compréhension des comportements et la connaissance de soi. Alors installez-vous confortablement et parlons kinésio avec Christophe Meignin. Bonjour Asma. Bonjour Christophe et merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci pour la rencontre. Christophe, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous raconter un peu ton parcours personnel et professionnel ? Comment tu es arrivé à travailler avec le 3-in-1 Concept et cofonder l'ECAP de Nantes avec Xavier ? Alors, au début de l'adolescence, je me suis particulièrement intéressé à la mythologie grecque à un moment donné. Et du coup, j'étais assez interpellé par tous ces héros, dieux, demi-dieux, et leur comportement face aux défis de la vie, face aux défis de l'amour. Et je me souviens avoir fait toute une frise qui tentait de recréer les liens entre eux. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'a animé et c'est revenu en fait un peu plus tard. L'observation des comportements humains m'interpellait, mais je ne savais pas forcément nommer précisément mes ressentis, mes idées par rapport aux gens. Donc je me suis orienté à un moment donné vers l'informatique, les mathématiques appliquées, dans lequel il y avait une logique que je pouvais mieux maîtriser, mieux comprendre, ce qui m'a orienté en effet à me former dans une école d'ingénieur. Voilà. L'informatique, du coup, m'a accompagné pendant une quinzaine d'années. Cette relation à l'ordinateur m'a permis de mieux me connaître, de créer un environnement peut-être plus sécure, en tout cas, pour moi. Et à un moment donné, j'ai eu le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour de ce domaine et je cherchais à me réorienter. Alors, avant cela, dans le comité d'entreprise de Capgemini, dans lequel j'ai travaillé 5 ans, il y avait des formations orientées développement personnel. Ça m'a titillé, donc j'ai fait plusieurs formations avec Jacques Dechance, qui était une des premières personnes à écrire un livre sur le sujet. Et sa posture inspirante m'a touché. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi à ce moment-là, comme une graine endormie. Et c'est un petit peu joué comme la dynamique d'un mentorat. Voilà, une personne qui laisse une marque dans un coin de sa tête. Et c'est quelques années plus tard que, à travers mes lectures, j'ai commencé à me former ensuite à l'EFT, à quelques approches avec Patricia Penaud, par exemple, et bien que j'ai mis un petit peu plus la main à la pâte et m'investir dans l'accompagnement individuel. Donc il y a eu cette première étape. Je me suis formé du coup aussi à la kinésiologie avec Colette Souvy en 3 en 1. C'était mon premier contact en 99 avec qui avait son école LACLA en Loire-Atlantique. Et quand ensuite j'ai quitté mon travail, j'ai repris des autres niveaux avec Colette Souvy en 2003. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu sais, vers Clermont-Ferrand, il y a une école. C'était l'école Testez-moi d'Evelyne et Rolf Kammerer. Où du coup j'arrivais avec le premier stage qui était le niveau 7 à l'époque, relation en jeu, relation en péril. Et c'était pour moi voilà une révélation, la façon dont Rolf transmettait cette méthode est devenue un réel coup de cœur.
Et je sais qu'à ce moment-là, j'avais rejoint quelque chose que je lâcherais pas jusqu'à, je veux dire, à la fin de ma vie. En tout cas, c'était une impression de, voilà, de toucher, de renouer avec une dimension de soi-même et surtout d'avoir un outil qui permette ça. Voilà. J'avais beaucoup lu avant, la philosophie, la psychologie, la sociologie, euh, qui me, qui était ma recherche finalement de la compréhension de l'être humain au sens large. Et là, d'avoir une méthode qui répondait autrement à ça, euh, on pourrait y revenir, mais voilà, ça m'a vraiment interpellé. Et Rolf Kammerer proposait un stage au Crânio-Sacré. Et c'est le seul stage que j'ai fait avec mon frère Xavier Meillen, qui lui aussi cherchait sa voie et se réorientait vers la kinésiologie. Et lors de ce stage en commun, c'est là où nous est venue l'idée de créer une école. Voilà. Moi, j'étais animé par la formation. Xavier, c'était aussi sa formation initiale, de pouvoir enseigner à l'école. Et du coup, c'est une nouvelle aventure qui a démarré à ce moment-là. Voilà. Donc aujourd'hui, en effet, comme tu as dit, ça fait 20 ans que j'enseigne le 3 en 1. J'ai aussi enseigné le TFH pendant quelques années, l'éducation kinesthésique pendant une douzaine d'années. Et puis là, je me suis formé entre-temps à la méthode ESPER de Jacques Salomé, ce qui m'a amené à enseigner pendant maintenant plus de 15 ans, apprendre à mieux communiquer. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais partager aussi avec nos auditeurs que l'ECAP de Nantes vient de célébrer ses 20 ans. Donc, félicitations pour... On est sur ce timing, oui. Pour celles et ceux qui découvrent les 3 concepts en un ou le 3-in-1 concept, alors il y a eu un épisode dédié avec Bernadette Nou, qui est la membre faculté et représentante France de cette méthode. Est-ce que toi, tu pourrais revenir dessus pour nous définir ce que c'est que le 3-in-1 concept? Il y a en effet pas mal de portes d'entrée pour parler du 3 en 1. Je mettrais dans un premier temps en avant les 3 axes auxquels le 3-in-1 concept se structure. Le premier, c'est les outils, les techniques en tant que telles. Ensuite, c'est tout l'aspect du travail sur soi. Et puis après, c'est toute l'éthique et la posture. Voilà. Donc les outils comprennent 60 à 100 techniques suivant les différentes déclinaisons. Donc c'est vraiment l'utilisation du test musculaire de précision qui va être une particularité du 3 en 1. Alors, la plupart des kinésiologies se sont beaucoup inspirées du TFH et du streamline concept pour développer des spécialisations. Et les tests musculaires de précision restent l'outil phare du 3 en 1. Ensuite, le travail sur soi, on le fait certes lors de l'apprentissage, mais il y a également des modules complémentaires, alors qui avant faisaient partie du cursus complet en tant que tel. Donc le travail sur soi, qu'on a tendance à réduire au développement personnel. Et je dirais que c'est pas que du développement personnel, où le développement personnel est centré sur soi, sur le fait d'aller mieux, ce qui est déjà une grande partie, mais on est beaucoup dans l'interpersonnel également. C'est-à-dire que chaque séance, c'est une pratique aller, c'est une pratique retour. Donc il y a le fait de donner, le fait d'être à l'écoute de l'autre, participe aussi à ce travail sur soi plus largement. Et je trouve ça assez original. Alors du coup, ceux qui sont dans la kinésiologie trouvent ça maintenant habituel. Mais quand on voit le travail sur soi, sur plutôt, je vais prendre des consultations pour aller mieux. Et que quand je me suis formé il y a plus de 20 ans, il y avait aussi bien des profils de gens qui venaient juste pour faciliter leur travail actuel, pour aller mieux, pour avoir de la compréhension, et d'autres pour devenir kinésiologue et s'installer. Donc le 3 ans a toujours compris ces 2 dynamiques-là. Voilà. Et que le fait de pouvoir donner et recevoir, eh bien, ça permet de ne pas rentrer des fois dans les pièges du développement personnel, où on va être, je reviendrai peut-être un peu plus tard, mais orienté très objectif, très sur l'objectif, très sur la réalisation de soi, avec le risque de devenir autosuffisant. Donc, pour moi, la relation que je donne parfois comme étant le primat de l'être ouvre la porte au lien et peut-être un garde-fou à l'autosuffisance. Voilà. Et le troisième pilier, que je pourrais nommer la posture ou l'éthique, c'était induit dans la méthode depuis le départ, mais peu encore formalisé à travers des stages. Donc c'était le désir de Daniel Whiteside, un des co-créateurs du 3 en 1, de pouvoir formaliser ça, et Anastasia l'a fait.
cette posture éthique euh, qui n'est pas que une posture, on va dire, morale, c'est-à-dire d'avoir une attitude qui correspond aux attentes extérieures de la société, mais c'est vraiment une prise en compte de la réalité de l'autre, un souci de rejoindre l'autre dans sa réalité. Et c'est ça qui permettra de donner un espace un petit peu unique dans lequel, c'est dans la rencontre pour moi, on peut vraiment entamer un changement dans sa vie. Je suis pas certain qu'on peut changer des endroits fondamentaux dans notre vie si on est juste centré sur soi. C'est comme si on le faisait parce que il y avait une rencontre, il y avait une inspiration dans la rencontre, il y avait un autre endroit qui se crée. Euh, et, et voilà. Je pense que le travail sur l'éthique et la posture sont ces endroits un petit peu plus indicibles qui sont intéressants d'aller approfondir et visiter. Alors pour continuer sur le TIOG en tant que tel, tu veux dire en quelques phrases, là c'était pour donner trois éléments un petit peu de structure. Euh, on va retrouver, on évoquait quelques-unes, hein. Devenir auteur de sa vie, reprendre son autorité là où on l'a perdu, ça reste un des leitmotifs du 3 en 1, puisque le stress nous enferme dans des rôles euh, qu'on appelle standard attente en 3 en 1, répondre à l'extérieur, et on en oublie de créer sa vie, et on remet l'autorité chez les autres pour leur faire plaisir, pour répondre à leurs attentes. Donc, redevenir auteur de sa vie, pour moi, c'est une des façons de traduire ce que le 3 en 1 propose, par exemple. Ça va aussi prendre tout le travail de prise de conscience sur ses comportements. Donc, c'est vraiment un travail de mise en lumière, s'illuminer de l'intérieur pour mieux voir euh, qui l'on est et pouvoir faire des choix à partir de ce centre plutôt que être dans le réactionnel. Donc le fait d'accéder à des nouveaux choix va être aussi une des, un des aspects importants du 3 en 1 qu'on apportera en fin de séance. En tout cas, dans l'être conscient, dans l'accompagnement de la personne, permet de se situer dans le processus voilà, de diffusion. Et puis 3 en 1, on va retrouver l'intégration corps, mental, esprit. Donc comment trouver un alignement et, et c'est une chose de les concepts, parce qu'en effet, les concepts 3 en 1, c'est des concepts, mais c'en est une autre de pouvoir les intégrer. Et, et cette méthode, je la trouve je la trouve fascinante pour ça, permet d'intégrer les concepts qu'on peut tous avoir, c'est-à-dire que le concept de l'esprit, du mental et du corps, c'est une chose, mais ressentir son corps, ressentir son mental et ses émotions, ressentir son esprit, cette voix intérieure et cette lumière, c'est encore un autre défi. Et la finalité d'une séance du 3 en 1, c'est pouvoir rebrancher ce ressenti qu'on a perdu. Et quand on ressent ce que l'on vit, eh bien, on est vraiment dans le choix et dans le respect de soi. C'est vraiment passionnant. Comme on préparait cet épisode ensemble, je t'en parlais, j'ai fait déjà les 3 premiers niveaux donc du 3-in-1 concept avec le CCFK et son antenne à Montpellier. Donc c'était vraiment une réelle découverte pour moi parce que à la fois enchaîner le 3-in-1 concept après le Touch for Health, on est épaté par la douceur et par la finesse du test musculaire du 3-in-1 concept. C'est quelque chose d'incroyable. C'était pour moi une vraie découverte. Et on n'est pas dans le apprendre des outils. Juste venez, voici une boîte à outils. On est vraiment dans la connaissance de soi et de l'autre. Donc que ce soit dans les temps d'échange et dans les temps comment dire, de séance, de diffusion qu'on reçoit et qu'on donne, on découvre l'autre en fait. On va à la découverte de soi, dans ses capacités, ses propres capacités d'écoute, et on va à la découverte d'un nouveau monde. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est vraiment les prises de conscience qui peuvent arriver avec des diffusions, qui nous paraissent juste pas possibles quand on vient avec des sujets très très complexes, et quand on voit comment des prises de conscience peuvent opérer durant des diffusions de 3-in-1 concept. Et j'aimerais vraiment revenir sur ça, sur vraiment la notion de prise de conscience qui pour toi est essentielle. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous expliquer un peu ce processus et quelle différence tu vois entre une simple prise de conscience et un déclic qui peut être vraiment profond pour la personne? C'est vrai que le travail de prise de conscience est surprenant en 3 en 1. C'est
Je dirais que notre prise de conscience est aussi à la mesure de notre courage individuel. Dans quelle mesure je suis prêt à me rencontrer. C'est pour ça que j'ai envie de dire que ce qui soutient le fait de se former en 3 en 1, c'est le courage d'être soi. Et, et- et le courage d'être soi va nous inviter à porter d'autres regards sur nos comportements, sur les autres. Et la prise de conscience va nous mettre en lumière. Souvent, le stress nous focalise sur la problématique, sur la douleur, voire on ne voit que deux issues à une situation, dire oui, dire non. Et la prise de conscience souvent nous amène à un troisième endroit, à un autre regard sur ce qu'on est en train de vivre. Donc elle est essentielle dans notre travail, c'est un des 3 prismes euh, de la séance. Et donc soit on commence par une prise de conscience, soit on l'a déjà, et l'enjeu sera plutôt de pouvoir manifester cette prise de conscience dans la réalité. Et ce qui fait obstacle à nos prises de conscience, ce sont nos dénis, qui sont, qui sont comme un voile de fumée de notre lumière intérieure. Donc c'est cette rencontre avec soi, euh, de pouvoir percevoir la lumière que l'on porte. Je me suis aussi formé en Montessori et je rejoignais vraiment la proposition de Maria Montessori sur que l'apprentissage n'est pas tant une ingurgitation de connaissances que la mise en lumière de ce que l'on porte déjà et que l'on a besoin de l'extérieur ou de l'autre pour se révéler. Donc la prise de conscience, elle opère pour moi de cet ordre-là. Et que la connaissance n'est pas en effet cette accumulation de savoir plus, mais de pouvoir se trouver et finalement la lumière on la porte tous avec notre propre couleur et on a chacun à transmettre et à partager avec qui l'on est. Euh, il y a ce texte souvent que je renvoie, que Nelson Mandela a repris lors de son discours d'investiture. Alors c'était un texte de Marianne Williamson dans les années 90 qui se résume en que notre peur la plus profonde est notre propre lumière. Donc la prise de conscience, c'est pour ça que je parle de courage. Le courage de lever les voiles pour aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que euh, quand la prise de conscience est faite et le processus que Bernadette a décrit lors d'une séance permet cette intégration par la suite. Euh, en quelques mots, les différentes étapes qui vont amener à cette intégration de la prise de conscience. Après les équipages préliminaires, il y a le travail du temps présent, pleinement dans le temps présent. Il y a toutes les demandes d'autorisation, de permission de faire ce travail. Et comme tu dis, la douceur qui est testée, qui est vérifiée. Puisque si on ne fait pas le travail en douceur, eh bien notre système de défense va contrer le fait d'ouvrir une porte vers la conscience de soi. Et du coup, il s'agit d'y aller pas de façon frontale, mais de coopérer avec les différentes facettes de nous. Et la douceur permettra ça. Et puis la disposition à bénéficier de ce travail sera aussi ma capacité à pouvoir me rendre réceptif à la nouveauté. Et ça demande d'être disposé pour cela. Notre système de croyance, il fonctionne beaucoup autour de ne bouge pas, ne change pas. Donc, euh, même dans la douleur, on trouve du confort. Donc les prises de conscience, ça va être cet élan à vouloir sortir de, de ce pseudo-confort, parce que finalement, on se trouve pas très heureux dans un confort contrôlé. C'est très spirituel pour moi. Je trouve que c'est une méthode profonde et profondément spirituelle. Et je tenais vraiment à souligner ces demandes d'autorisation qui se font tout le long de la séance, qui sont juste importantes, comme tu dis, pour permettre à l'autre de s'ouvrir à son rythme. J'aimerais revenir sur quelque chose d'important également pour toi, c'est l'observation des comportements, que ce soit chez soi ou chez les autres. Est-ce que tu peux nous dire comment tu utilises cette observation durant une séance? C'est vrai que l'observation n'est pas une curiosité de l'autre. C'est pas non plus une posture de détective, ni jouer un rôle de savoir-faire de celui qui s'est observé, écouté. Euh, c'est une présence
petit peu comme je l'ai dit, une présence réceptive à la réalité de l'autre. Donc pouvoir le rejoindre dans cet espace interpersonnel qui se crée entre le facilitateur et le client, la personne qui souhaite faire une séance. Le, le baromètre du comportement va vraiment nous aider à savoir quelque part où observer pour permettre à la personne de l'accompagner dans le processus. Euh, le baromètre comportemental, c'est pas tant un baromètre d'émotion que l'espace qui révèle le comportement. C'est-à-dire que se libérer de nos rôles, de nos peurs et de notre douleur, c'est un chemin de recherche de liberté. Et la liberté, elle n'est pas tant faire ce que je veux, c'est comme ça qu'elle est vendue, mais vouloir ce que je fais. Et vouloir ce que je fais, c'est ce que comporte le baromètre. C'est-à-dire que quand je me comporte d'une certaine façon, prenons par exemple des addictions, la personne va être beaucoup à jouer sur son smartphone, à entamer sa deuxième tablette de chocolat dans la journée, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis en train de vouloir ce que je fais? Non. Je suis dans ma prison intérieure et j'ai pas de levier pour faire différemment. Et même si je voulais affronter de front cette addiction, cette dépendance, eh bien je créerais un antagonisme par rapport à ma réalité. Donc le 3 en 1 avec le baromètre invite à sortir de cet antagonisme pour être dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et ça va supposer du coup d'être à l'écoute des dénis. Donc notre observation va être d'être attentif, d'être attentif à quels sont les dénis que la personne nous donne à voir dans son langage, dans son attitude, quand elle va lire un texte ou faire une diffusion, puisque les dénis vont prendre la forme souvent de justification, d'évitement, de critique sur l'autre, de tourner autour de l'information qui vient être mise en évidence, etc. Donc cette observation, elle est très précieuse. C'est ce qu'on appellera les compétences du facilitateur en Streamline Concept. Et ces compétences, elles s'apprennent. Il y a différents outils qui permettent euh, de les exercer pour qu'ensuite le client puisse pleinement profiter de notre posture. Et on n'est pas des coachs, on facilite ce qui est. Donc ça sera aussi à la mesure de ce que la personne souhaite, alors, sans pour autant se déresponsabiliser, hein, mais d'être dans une posture vraiment d'accompagner ce qui est possible dans la mesure où la personne le souhaite. D'ailleurs, l'issue d'une séance, en plus du nouveau choix, nouveau dialogue, c'est le nouveau comportement. Donc le, le baromètre du comportement nous permet de, de passer d'un état de stress à un état de ce que je désire et vouloir ce que je désire et comme j'ai dit en introduction, sentir que je désire, sentir ce que je veux. C'est nous remettre sur sur cet élan de vie, sur cette pulsion de vie, dirait la psychologie. Spinoza parlait du désir avec un grand D, cet élan vital. Et, et quand je le ressens à nouveau, j'ai la clé de ma problématique. Voilà. Ressentir ce qui était bloqué jusqu'alors. Souvent, on a peur de ressentir. Et c'est aussi ça qui peut faire Le bloquer, que ça bloque à certains niveaux. Parce que bon, la douleur dans le passé a été des fois trop douloureuse et donc du coup, je me donne même plus l'espace de ressentir ce qui pourrait être bon pour moi en effet. Ouais. Et c'est très important ce que tu dis quand on parle d'outils, notamment dans le contexte du 3-in-1 concept. On a le premier niveau quand on arrive en formation, c'est Tools of the Trade. Donc vraiment, on prend connaissance des outils du métier du facilitateur. Ne pas oublier qu'on est des êtres humains et pas des fers humains. Donc, et être, c'est dans ce comportement-là, dans cette subtilité-là de la présence, et c'est aussi un outil. Tu nous as parlé un peu du baromètre comportemental. Est-ce que tu peux revenir sur l'origine de cet outil essentiel? Oui, en effet, le baromètre comportemental, c'est un des 3 piliers avec les structures, fonctions et les 5 éléments.
Euh, la façon dont il a été construit, c'est avec le test musculaire. C'est pour ça que ce test musculaire qu'ils ont mis en place pour que ce soit un test de précision a permis de transposer des outils qui existaient déjà, comme les fleurs de Bach, certains supports, mais ils les ont transformés dans la philosophie de 3 en 1. Le baromètre en tant que tel, il est sorti du corps lui-même. C'est vraiment une création des créateurs. Il nous aide à coucher de nous-mêmes. C'est vrai que de l'extérieur, on voit un ensemble de mots, mais à l'intérieur du baromètre, il y a tout un processus. Un processus qu'on découvre de stage après stage, tout ce qu'il contient. On voit que chaque position barométrique peut être liée à une technique, chaque structure-fonction est reliée au baromètre, chaque partie du corps est reliée au baromètre. Donc il contient tout et il se relie à toutes les facettes. Et le propre du baromètre, pour ajouter une autre composante, c'est que on va raconter l'histoire du baromètre. Et ça rejoint là ce que j'ai découvert dans les mythologies. C'est que les contes et les mythes sont des histoires universelles et qu'il y a à un moment donné dans le domaine de la symbolique, on pourrait parler comme une guérison quand il y a rencontre entre notre histoire personnelle et une histoire plus vaste. Et le baromètre, il nous raconte des histoires. Il raconte une histoire universelle et dans chacune des histoires qui sera proposée, une fois que le test musculaire aura identifié les 6 mots de l'histoire, eh bien, ça sera la personne de voir comment elle rejoint cette réalité-là avec sa propre histoire. Et ça, je trouve ça assez fascinant. C'est pour ça que je me plais à commencer à écrire des articles sur compte et baromètre, à pouvoir donner des exemples d'histoire et inspirer ce que le baromètre nous permet d'accoucher de nous-mêmes. Mais c'est vrai que les paires de mots du baromètre sont des fois très, très surprenants. Euh, Par exemple, c'est parce que je m'autorise à ressentir un sentiment hystérique, c'est-à-dire pas adéquat avec une situation extérieure, que je vais pouvoir devenir plus conscient de moi-même. Voilà. Euh, on a le couple, par exemple, je vais le regarder, il est pas loin de moi, chanceux trahi. Voilà, chanceux trahi. En quoi se sentir trahi peut être une chance. Vu de premier abord, c'est assez fou. Et d'ailleurs, on ne va pas demander à la personne de passer de l'un à l'autre simplement dans l'échange, etc. C'est tout le processus de la séance qui va l'amener de l'un à l'autre. Mais si on y regarde bien, trahi se situe dans le subconscient et traduit euh, nos sensations qui sont produites par les rôles que je vais jouer. Et donc, ce que je ressens, c'est-à-dire ce que je ressens même émotionnellement ou physiquement, est la réponse d'adéquation aux attentes des autres. Donc, quand je tombe dans cette catégorie-là, c'est le moment où ce fonctionnement commence à ne plus être acceptable pour moi. Et donc, c'est le moment où je prends conscience que mes propres sentiments me trahissent, que mes propres émotions me trahissent. Euh, et le moment où je me rends compte, ben, en fait, c'est une chance. C'est une chance pour moi de dire je vais en finir avec le fait de répondre à cette attente, d'être la personne bien comme il faut, d'être la personne qui doit correspondre à ce que les autres veulent de moi. Donc le baromètre a cette magie de pouvoir mettre de la lumière sur un ressenti, sur un mot, et de voir que tous ces états émotionnels sont des moteurs pour amener vers cet état désiré qui va se retrouver en face. Donc le baromètre, c'est vraiment cette dynamique de quelle histoire je me raconte, et de mettre de la lumière sur cette histoire que je me raconte pour du coup avoir accès dans un troisième temps au choix le choix essentiel comme on dit en 3 ans. Dans le monde du développement personnel, on parle beaucoup de schémas limitants, d'émotions refoulées, de choses comme ça. Est-ce que tu peux revenir sur ces notions-là qui gouvernent un petit peu nos comportements et comment le 3-in-1 concept aide à les repérer et à les transformer? C'est vrai que les mots déjà en tant que tels, la formulation elle est intéressante parce elle traduit la dynamique dans laquelle on s'enferme. C'est-à-dire que euh, de, un schéma limitant, en effet, ou une émotion refoulée, c'est déjà poser le premier germe qui est la douleur et le stress, c'est-à-dire le fait d'être dans l'antagonisme, dans le conflit avec ça. Si j'ai une émotion refoulée ou une croyance limitante, eh bien de la nommer comme ça me met déjà dans cet antagonisme avec moi-même.
Et c'est pour ça que ce discours intérieur que l'on a, il traduit ce qui se joue pour soi. Et c'est intéressant de l'accueillir quand le client va nommer ses propres jugements sur lui-même, parce que finalement, ce sont des jugements qu'on se porte. Et le baromètre nous oriente à nouveau vers la clé pour sortir de l'antagonisme, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, on est vraiment sur le fait de nommer ma réalité telle qu'elle est. Donc le nommer comme ça, c'est déjà une partie de la réalité. Mais comment nommer suffisamment cette réalité-là pour pouvoir euh, sortir euh, de cette opposition avec moi-même. D'ailleurs, le dernier petit mot de l'acceptation, c'est ouvert. Donc l'ouverture à une autre réalité sera essentielle. Alors pour le coup, Anastasia, elle a vraiment pu nommer que nos systèmes de croyances, il s'agit de l'honorer. Et celui de l'autre également, il s'agit d'honorer le système de croyances. Et je trouve que cette formulation, elle donne une amorce de réconciliation avec soi et de voir que si on en est là jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est Spinoza dirait un déterminisme, qu'on a, on n'avait pas de marge pour faire autrement. Euh, c'est le démarrage de l'amour de soi. Et vouloir lutter contre nos systèmes de croyances, c'est comme Matt Damon qui veut faire plier la CIA là, dans sa série de films. C'est juste pas possible. Donc ça existe que dans les films. Donc c'est pour ça que le système de croyance, on va pas s'y attaquer. On va l'honorer, puisque c'est en construisant quelque chose à côté que je vais pouvoir créer un changement dans ma vie. Donc le reconnaître, l'identifier, ça permet de moins le nourrir, on va dire. Mais ensuite, c'est un point de départ pour pouvoir amorcer un changement par rapport à cette réalité-là. Rolf Kammerer disait que la première réponse qu'on a par rapport à, à une situation de stress, c'est de dire non, c'est de s'opposer à cette réalité-là. Mais dire non à une croyance qui me limite, dire non à l'autre, c'est souvent nécessaire, c'est souvent une première étape. C'est ce qu'il disait le, le moment de l'adolescence. Voilà, on va devenir militant par rapport à nos convictions, nos valeurs. Euh, mais être adulte, c'est pouvoir ensuite dire oui à autre chose. Et c'est une autre façon de traduire, passer de l'antagonisme où je suis dans le non, à l'acceptation où je suis dans le oui à autre chose. C'est cette réalité qui se révèle à nous. Donc nos schémas limitants, on les garde fidèlement et nos dénis sont les gardiens de, de nos schémas limitants. Et les structures fonctions vont nous aider à lever le voile sur ces dénis pour pouvoir avoir accès aux ressources qui étaient derrière et qu'on n'a pas su à l'époque ou qu'on n'a même peut-être pas su avoir accès ou quand on a essayé, ben, on nous a blâmé pour ça, avoir accès à nos ressources et à nos capacités d'agir. Donc le, le processus après de libération de ces blocages vont se passer à travers les techniques. On a les 4 modes digitaux qui sont connus en kinésiologie, un domaine électrique, émotionnel, génétique, nutritionnel et structurel. Et le 3 en 1 va rajouter 12 autres modes pour soit déployer et approfondir cela, soit en rajouter d'autres. Donc il y a plusieurs portes d'entrée qui vont faire qu'on ne va pas aller frontalement faire face à nos systèmes de croyances, mais qu'on va aller trouver la petite porte où la lumière se voit. C'est un petit peu comme en crânio sacré, quand on mobilise, on accompagne le mouvement d'un os crânien, on va pas le forcer à aller là où il va pas. On va encore plus là où il s'est déjà allé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un changement qui s'opère et que ça libère la partie qui n'était pas accessible jusqu'alors. Donc la manière douce, elle opère aussi de cette façon-là en 3 en 1. Merci beaucoup Christophe pour cet éclairage qui est essentiel pour moi. On revient toujours à la notion de douceur. On n'est pas là à vouloir casser des schémas, des croyances limitantes. On accompagne la personne dans la compréhension. On ne fait que éclairer ce qui est et pour ensuite amener cette transformation qui va se faire naturellement. Ça aide aussi dans nos relations avec les autres, pas qu'avec nous-mêmes. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment
le 3-in-1 concept éclaire ses relations avec l'autre, par exemple dans nos communications ou dans certaines réactions qu'on peut avoir de façon automatique. Alors, c'est vrai qu'un des autres piliers du 3 en 1, c'est la communication, que le 3 en 1 va nommer comme communication directe et honnête. Et dans les années 60, Gordon Stock et Danny Whiteside se sont rencontrés, chacun avec leurs compétences dans ce domaine. Euh, Plus tard, Gordon Stock a rencontré également la méthode Gordon, Thomas Gordon, la communication parent efficace, etc. Et c'est là d'ailleurs qu'il a rencontré la femme de John T. Et du coup, John T a été un de ses collaborateurs. Ils ont travaillé ensemble sur le Touch pendant une bonne dizaine d'années. Donc la communication a toujours été au cœur de leur travail. Et c'est ce qu'on va nommer la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que mieux communiquer, c'est prendre en compte la réalité de l'autre. Les structures fonctions apportées par Daniel, pour le coup, avaient également cette visée-là. C'est-à-dire que quand je comprends mieux les différents types de fonctionnement par rapport à une structure, eh bien du coup, je suis dans une meilleure acceptation de mes propres comportements et de celui de l'autre. Voilà. Donc la communication, elle est possible que si j'accepte que nous sommes deux êtres distincts, et c'est pas parce qu'on a un langage avec des mots communs qu'on va se comprendre. D'ailleurs, dans le mot communication, il y a cassure, et donc c'est bien pour ça que la communication est nécessaire, pouvoir tenter d'aller au-delà de cette cassure et se rejoindre. Voilà. Ce qui serait d'ailleurs, sans la cassure, ce serait une forme de communion dans laquelle on aurait pu se comprendre vraiment. Voilà. Donc cette dynamique de la communication, elle va être utilisée à travers des structures fonctions. Il y a aussi une phrase là dans un comportement face à la douleur qui dit quand vous pouvez voir les deux versions, il n'y a pas de conflit. Donc c'est dans la même dynamique que à partir du moment où je suis conscient que mon fonctionnement, on va dire inné ou spontané, il est ainsi et celui de l'autre il est différent, eh bien on a la même souvent intention finale, mais pas du tout le même processus pour y arriver. Donc c'est très révélateur, comme tu as dit, tu as fait le 3 en 1, le TIOC numéro 3. Et donc la découverte des structures fonctions met en évidence petit à petit ces fonctionnements qu'on a tous. Et donc la communication, c'est cette tentative de pouvoir, malgré nos différences, eh bien, échanger, s'entendre direct. Donc la communication directe et honnête, va être une des bases du 3 en 1 dans notre processus. Après, il y a des stages qui vont aussi se spécialiser là-dessus. Si on parle des stages sur le développement de soi, on a ce premier stage que j'avais découvert avec Rolf, qui est les relations en jeu, relations en péril, où en effet, on va diffuser le stress qu'on a par rapport à la relation à nos ancêtres, aux parents, frères et sœurs, amis, partenaires, etc. Et donc, ça va nous permettre de voir un petit peu plus clair sur comment j'ai construit une relation à moi-même ou pas, et dans quels endroits je me retrouver en difficulté pour ça. Et ce sujet, il est également repris également dans les stages de parcours professionnel et complémentaires, puisqu'on va mettre en place des mécanismes soit de schémas de peur, avec les peurs du passé vont créer les dépendances du présent et les obsessions du futur. Donc ça, c'est une trilogie qu'on développe petit à petit dans les niveaux aussi avancés en 3 en 1. Mais également, tout le travail que Daniel Gordon a mis en évidence sur la dynamique de je me mets au service de l'autre parce que j'ai une intention non clairement dite, qui entraîne du coup, si j'obtiens pas ce que je veux, une mise en séduction, puis ensuite une mise en soumission, et puis ensuite une vengeance possible. Et à l'époque, il y avait Stéphane Cartman qui a développé le triangle dramatique. Eh bien, les créateurs 3 en 1 ont développé ce quatuor aussi, qui traduit des endroits finalement, plutôt que dans la communication directe honnête, eh bien, je vais dans la manipulation à différents degrés pour obtenir ce que je veux sans vraiment le dire. Et c'est intéressant en tant qu'accompagnant de pouvoir diffuser sur ces sujets, comprendre ces mécanismes-là, puisque si je ne suis pas dans la communication, eh bien, je vais être dans le fait de jouer des rôles pour moi-même. Et du coup, je ne suis plus à propos du client et du fait de l'accompagner. Et quand on se forme en kinésiologie, eh bien, au début, on a besoin d'agrandir sa confiance pour pouvoir du coup se sentir légitime. Mais c'est intéressant d'avoir aussi le garde-fou inverse qui est
de pas retirer de ma posture qui est devenue plus confiante à des avantages secondaires à être celui qui attire les projecteurs sur lui. Euh, Parce que un des mots de ce siècle, c'est de vouloir que chacun veut être important pour exister. Alors ça traduit en effet souvent des blessures d'avoir pas pu être reconnu et valorisé. Mais si ça bascule au fait que c'est aux dépens de l'autre, ben euh, la compréhension de ces mécanismes qui se mettent en place de façon universelle, hein, ce sont des thématiques universelles dans lesquelles on est tous confrontés, que ce soit nous qui le faisons avec les autres ou les autres qui le font envers nous, permettra de se rajuster. Voilà. Et c'est pour ça que la formation continue en tant qu'accompagnant, pour moi, elle est nécessaire, parce qu'on prend vite des habitudes et qu'on ne se voit pas forcément faire. Voilà. Donc, quand on se remet dans le bain de la formation, de la recertification, bah, ça nous rappelle pourquoi on s'est lancé dans cette aventure et c'est pour l'autre. Voilà. Moi, à titre personnel, je pense que le monde irait beaucoup mieux si tout le monde commençait à se former au concept, à ces concepts-là. Et justement, pour parler un petit peu du contexte actuel où nous vivons avec les réseaux sociaux, avec les médias non-stop. On est submergé par des informations et par des stimulations externes. Et comment ce type d'approche, notamment le 3-in-1 concept, peut nous aider à rester centrés sur ce qui compte vraiment? C'est vrai que vouloir contrôler l'excès de cette submersion d'informations, ça permet juste de sortir la tête de l'eau. Mais à un moment donné, notre contrôle de cet excès a ses limites et on finit par s'épuiser. Donc ce retour à soi, qui est le terme qu'on utilise en 3 en 1, c'est essentiel, à recontacter son essentiel, c'est pouvoir ne pas rester que focalisé sur l'extérieur, mais faire émerger cette connexion à mon essence. Pour te répondre, je peux par exemple m'appuyer sur. On a une technique qui sont le mode essence. Après le domaine émotionnel, on a le domaine essence dans lequel on a 5 niveaux de diffusion. Et le premier niveau, il est là pour nous aider à diminuer notre charge émotionnelle qui nous coupe de notre essence. Parce que submergé par le trop d'informations, eh bien, on finit par se couper de soi. Donc le, le premier niveau qui est en lien avec les essences de Bach sont utilisés pour nous permettre de nous reconnecter à cette essence-là en libérant le système de croyance, c'est-à-dire la charge émotionnelle de notre système de croyance sur ce sujet. La deuxième essence, elle va nous aider à nous reconnecter à notre énergie essentielle. Qui d'essence dit bien qu'il y a un carburant aussi. Donc refaire le plein de carburant, refaire le plein d'énergie va permettre aussi à notre essence de pouvoir se déployer davantage. Et la troisième essence, c'est rebrancher la source de cette énergie. Euh, et en effet, quand je reprends contact avec où se branche mon énergie essentielle, et au début, voilà, le bébé, ça va être sa maman, qui va être sa source d'énergie. Et petit à petit, l'éducation va permettre de faire en sorte que l'enfant soit dans une autonomie et trouve sa propre source en lui-même pour pouvoir ensuite avoir l'énergie qu'il faut pour s'accomplir. Donc se reconnecter à son énergie essentielle sera une façon de pouvoir refaire circuler en nous-mêmes nos sensations et puis également nourrir nos différents corps, hein, pour faire face aux défis de la vie qui nous sont proposés. Donc notre intention, comme je l'ai dit dans le baromètre, c'est certes vouloir autre chose, mais c'est surtout ressentir ce que je veux. Et donc je le ressens à partir de mon centre, à partir de mon essence. Le 3 en 1, il répond pas aux questions du pourquoi. C'est le ressort de la psychologie, hein, d'expliquer que eh bien, si je manque... si j'échoue par exemple dans ma vie, bah, c'est peut-être que j'ai un parent qui est sadique et du coup la psychologie va permettre de comprendre pourquoi hein, aujourd'hui je suis amené à échouer euh, parce que mon vécu explique cela. Le 3 en 1 répond pas au pourquoi, il est sur un autre registre, il répond au comment. Voilà. Comment pouvoir réussir dans ma vie malgré mon vécu et donc malgré cette réalité-là. Et souvent, quand je m'enferme dans le pourquoi, eh bien, je vais
psychanalyser mes parents, ce qui n'est pas une bonne chose à faire, et je vais me mettre dans une posture de victimisation et enlever les leviers finalement du fait d'aller mieux. Voilà. Donc le fait que le 3 en 1 soit vraiment focalisé sur le comment je peux euh, va permettre de donner les clés voilà, d'accomplissement, de réussite, de bonheur. C'est un grand message d'espoir que tu partages avec nous aujourd'hui, parce que souvent on se limite à ça m'arrive parce que ça vient de mes parents et puis je suis comme ça et je m'arrête à ça. On est vraiment dans quelque chose de venez, on ouvre un petit peu et on essaye de voir comment je peux continuer mon chemin avec ce que j'ai. C'est un beau message d'espoir, je trouve. Oui, le fait de le nommer comme ça me renvoie à une situation d'une personne qui avait perdu sa jambe. Et en effet, je peux passer beaucoup de temps à comprendre pourquoi cette jambe je l'ai perdue, qu'est-ce que j'ai pas fait pour, qu'est-ce que mes ancêtres ont fait, est-ce que c'est le karma, etc. Euh, Qu'en effet, ça peut être un piège de s'enfermer là-dedans. Et le 3 en 1 dit, bah, qu'est-ce qui te reste, qu'est-ce qui fonctionne encore? Bah, fais à partir de ça. Voilà. Euh, et je trouve que c'est une belle clé de sortir de ce que tu viens de reformuler. Tant que la vie est là, Oui. ça circule. C'est incroyable d'avoir des méthodes comme le 3-in-1 concept pour permettre ça. J'aimerais revenir sur la formation. Alors, plusieurs questions autour de ça. Ma première question, c'est déjà, est-ce que tu peux balayer un petit peu le parcours? Donc, une personne qui s'intéresse au 3-in-1 concept, méthode One Brain, par quoi commencer et jusqu'où elle peut aller? Et donc la seconde partie de ma question, c'est est-ce que c'est uniquement pour des personnes qui souhaitent devenir kinésiologues certifiés ou c'est ouvert à des personnes qui s'intéressent déjà elles-mêmes à leur propre parcours de développement, de connaissance de soi? Alors c'est vrai que le 3 en 1 a clarifié un petit peu ces deux voies-là, en mettant en évidence un parcours professionnel. C'est pour ça qu'il est maintenant nommé comme ça depuis quelques années, dans lequel il y aura l'apprentissage des différents outils, la philosophie, et au fur et à mesure des stages avancés, 7, 9, etc., des stages par rapport qui va continuer de préciser la posture, et toujours de revenir sur le test musculaire, puisque l'approche de ce travail et notre façon de détourner, de mentaliser les processus pour pas y aller, eh bien le test musculaire va pouvoir lever ces petites stratégies pour les mettre en lumière, et si la personne souhaite en tout cas aller vers ça. Donc il y a tout le parcours professionnel qui permet de devenir facilitateur, puis ensuite de pouvoir s'installer aussi en tant que kinésiologue spécialisé dans cette branche, voilà, avec quelques compléments. Et l'autre approche, ben, en effet, comme je l'ai un petit peu introduit en évoquant quand je m'étais formé il y a plus de 20 ans, c'est tout le travail sur soi. Donc il y a des programmes courts d'une journée qui peuvent être accessibles pour découvrir la méthode. Et en effet, euh, cette année, je vais commencer à proposer ces premiers programmes courts. Il y en a une trentaine que 3 en a créé sur des thématiques aussi vastes que l'abondance, allergie, blocage de l'écrivain, le fait de trouver des excuses pour pas vivre sa vie, etc. Donc ce sont tous des thématiques universelles, on est tous concernés à différents niveaux. Et donc ça peut être une porte d'entrée de découverte du 3 en 1. Et aujourd'hui, il y a un parcours en effet qui s'appelle parcours d'amélioration de la vie, qui correspond à tous ces stages de travail sur soi, comme le RJ que j'avais évoqué, mais également les stages qui s'appellent CSA, l'enfance, l'adolescence euh, et le vieillissement, qui correspond à ML également, l'adolescence, la maturité, travailler tout le travail sur l'intégration des énergies féminines, masculines, il y a la série universelle, etc. Donc il y a beaucoup de stages. Donc j'ai un peu formalisé ça sur un site que j'ai créé l'année dernière pour avoir une vision plus claire, parce que comme il peut y avoir 1000 heures de cours, ça fait plus d'une centaine de jours de formation qui sont possibles. Eh bien, entre ceux qui veulent avoir les outils principaux pour déjà se mettre en mouvement pour accompagner l'autre,
et puis ceux qui veulent approfondir, y revenir, ou même des professionnels qui veulent se remettre à jour, qui veulent approfondir un travail sur eux, comme une formation continue. C'est vrai que le 3 en 1 avec ses nombreux stages permet ça. Un travail pour se spécialiser pour accompagner, un travail sur soi, ou un approfondissement et une formation continue pour soi. On arrive à la fin de cet épisode, Christophe. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques événements, des stages ou aussi des ressources avec les auditeurs de Parlons Kinésio? Comme c'est vrai que l'avait souligné Bernadette, il y a beaucoup de manuels de cours, surtout sur les niveaux avancés, qui donnent beaucoup de contenu par rapport à ça. Comme il y a pas d'écrit, alors il n'y a pas de livre français qui retraduise ça. Eh bien c'est dans ce sens que j'ai voulu commencer à écrire quelques articles sur mon blog Compte et Baromètre, qui est de donner un espace de contenu, aussi bien pour ceux qui sont déjà formés et qui veulent toujours revisiter ce baromètre et voir les différentes nuances qu'il contient en comptant les histoires des techniques. Donc je prends cette porte d'entrée, que pour ceux qui veulent découvrir et simplement avoir un petit aperçu de cette réalité-là. Alors comme la symbolique de la mythologie grecque et d'autres symboles m'ont toujours parlé, voilà, j'ai tendance dans mes histoires de compléter cette espèce symbolique qui est pour moi très présent dans le 3 en 1 et qu'on peut mettre plus ou moins en relief en fonction de notre propre connexion à d'autres approches. Donc voilà, il y a ce site que j'écris tranquillement, j'en suis qu'à mon 2e article. Vu que cette année, depuis 2-3 ans, je me concentre un peu plus sur les niveaux du 3 en 1, j'ai aussi un investissement par rapport à ça qui est en cours en termes de temps et puis de travail sur soi. Et puis le site EMS44, qui est l'espace dans lequel je vais donner ces formations avancées, ces stages complémentaires, ces programmes courts. J'y mets également un contenu pour voir un petit peu plus clair dans ces différents parcours et commencer à mettre quelques mots. Donc c'est des supports qui vont continuer de s'écrire pour donner d'autres éléments de partage, quoi. Bon, j'ai aussi créé l'année dernière un petit compte Facebook pour mettre en évidence ce qui va se faire dans cet espace de formation et voilà, pour communiquer un minimum. Je mettrai tous ces liens dans les show notes de l'épisode sur YouTube et Spotify pour ceux qui s'y intéressent. Je voulais te remercier, Christophe, pour ton temps. C'était vraiment une belle exploration de cette méthode que j'aime beaucoup, moi, personnellement, depuis que j'ai commencé à m'y former. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup de stagiaires de mon groupe se sont vraiment retrouvés dans cette discipline qui, pour moi, est essentielle pour se connaître, pour connaître l'autre. Et donc, je tenais vraiment à te remercier pour cette exploration. Un dernier mot ? L'année 2026, je la souhaite en effet être toujours plus dans la rencontre. Voilà, ce qui m'anime aussi dans la transmission, c'est de pouvoir d'accompagner les personnes désireuses d'aller toujours plus loin, de pouvoir être présent et de répondre à l'appel. Donc c'est dans ce sens que j'ai accepté là, depuis 2 ans de permettre de prendre d'autres responsabilités dans le fait d'enseigner des niveaux avancés. Voilà. Quelque chose nous tient à cœur à un moment donné, prendre la responsabilité d'aller jusqu'au bout de ce qui nous anime. C'est peut-être une façon de ne pas avoir de regrets, mais en tout cas c'est surtout une façon de donner ces espaces. Donc c'est ce que je me souhaite et je souhaite aux personnes que je rencontrerai pour cette année. Aller jusqu'au bout de ce qui nous anime. Il y avait une phrase aussi que j'ai trouvée sur ton site que j'ai beaucoup aimée. Le plus important, aimer et cultiver son jardin. Et j'ai trouvé ça très, très simple et droit au but. Merci encore pour ton temps, Christophe, pour cet échange autour des 3 concepts en un, du méthode One Brain.
Je remercie également Xavier parce qu'il a passé du temps également à présenter le Touch for Health sur Parlons Kinésio. Et je tenais à remercier aussi nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à suivre Parlons Kinésio sur Instagram, sur Spotify et YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker cet épisode, à le partager autour de vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.